un- C'est bon, François. Oui, nous avons été interrompu par l'enregistrement automatique. Voilà. Donc là, les oiseaux et d'estuaire, c'est un vaste champ d'admiration de tous les oiseaux qu'on peut y voir, mais aussi ce sont des magnifiques sujets d'étude, comme l'indique le sous-titre. Alors disons que j'observe les oiseaux en Picardie depuis 1970, donc ça fait quand même un bon bout de temps, et en baie de Somme particulièrement depuis 1973. Et certains travaux sont menés avec Patrick Triplet, d'où son amicale contribution. Euh, nous travaillons sur des sujets des fois différents, parfois nous travaillons ensemble. C'est bon, voilà. Voilà, donc, c'est pour ça, disons il a accepté de me fournir quelques diapositives, quelques idées pour présenter cette visioconférence. Alors, qu'est-ce qu'un estuaire, tout d'abord? Euh, je vais prendre la définition classique, c'est l'embouchure d'un fleuve où l'effet de la mer ou de l'océan dans lequel il se jette est perceptible. Cette zone où eau douce et eau marine se mélangent présente une forte productivité biologique. C'est en fait l'effet de lisière que tout le monde connaît. C'est l'effet de lisière, par exemple, entre une forêt et les, et les prairies qui l'entourent. On sait qu'à la lisière, la biodiversité est nettement plus importante. Au niveau de l'estuaire, c'est ce qui se passe. Vous avez un mélange d'eau douce et d'eau marine. Et la biodiversité va souvent être très, très élevée dans ces zones estuariennes. Je vous parlerai d'ailleurs essentiellement des estuaires dans les zones où il y a des marais. Je connais beaucoup moins, disons, la problématique méditerranéenne, par exemple, où les marées sont très faibles, où il n'y a pas ces immenses vasières qui peuvent être découvertes. Alors, les estuaires français sont nombreux, hein. On peut en citer quelques-uns, du nord au sud, la baie de Canche, baie d'Authie, baie de Somme, qui en fait, en baie de Somme, il y a deux estuaires imbriqués, c'est celui de la Somme et un petit fleuve côtier qui s'appelle la Mai, où se trouve la réserve naturelle. Donc, la baie de Seine, la baie d'Évé, donc plus vers la Normandie, la baie du Mont-Saint-Michel, la baie de Saint-Brieuc, le golfe du Morbihan, l'estuaire de la Loire, la baie de l'Aiguillon. Et ce qu'on oublie souvent, c'est que l'estuaire de la Gironde, c'est le plus vaste d'Europe. Le plus vaste d'Europe. Alors, pour cette productivité biologique, elle se traduit par des densités importantes de macrozoomatose, c'est-à-dire toutes les espèces animales qui vivent dans le sédiment, dans la slique. Hein, la slique, c'est le terme flamand pour désigner les vasières. Et là, j'ai représenté euh, les densités maximum de quelques espèces, disons majeures pour la faune, les néréis, hein, et diversicolores, des amphipodes, c'est-à-dire des petits crustacés de très faible taille, Corophium, Arenarium et Corophium volutator. L'hydrobie, c'est un petit escargot de quelques millimètres de longueur, vous voyez, qui obtient des densités assez importantes. Et là, ensuite, la coque, Cerastoderma édulé, et la Macome baltique, c'est un petit coquillage qu'on appelle parfois papillon de mer, qui peut être rose ou jaune, enfin de différentes couleurs. Alors, les densités pour ces deux espèces, la coque et la Macome, c'est la densité du naissain, c'est-à-dire que lorsque les individus sont encore relativement petits. Lorsque ces animaux grandissent, la densité va être divisée par 10, hein. Ça va être les maximums, ça va être 4000 respectivement 4000 et 2000 individus par mètre carré. Alors, il y a bien sûr beaucoup de macrozoomatos, il y a beaucoup d'autres espèces, mais disons que celles-ci, ce sont les plus importantes pour une bonne partie de la vie faune. Je n'ai pas parlé, dans certains estuaires très rocheux, il y a aussi la moule, hein, la moule. Mais ces estuaires sont aussi une des grandes zones pour l'élevage
où grandissent tout un tas d'autres espèces, les crevettes grises, et puis beaucoup de poissons, notamment que ce soit des poissons plats comme la pluie, où les jeunes grossissent dans les estuaires avant de gagner des zones plus marines. C'est aussi le cas de certaines espèces de mulets et des bars. Alors, les oiseaux sont bien sûr nombreux. Il y a les familles et espèces sont particulièrement nombreuses. Les anatidés, bernache cravant, talente de Belon, canard pilé. Nous parlerons de ces espèces. Alors, la famille des Treskiornithidés, le nom est un peu barbare, c'est la spatule blanche, et les ardéidés, les grètes garzettes, mais aussi grandes aigrettes, hérons cendrés, etc. Je ne m'appesantirai pas sur ces deux dernières espèces, ces deux derniers groupes qui nichent essentiellement en dehors de l'estuaire et qui n'utilisent que l'estuaire essentiellement comme zone d'alimentation. Ils vont passer une bonne partie de leur cycle est très complexe tout au cours de l'année. Les limicoles, avec différentes familles, les charadridés, c'est-à-dire tout ce qui est gravelot, notamment, gravelot pluvier, et les scolopacidés, ce qui représente la plupart des limicoles que l'on connaît, courlis, chevalier, bécasseaux, etc. Les laridés, moitrieuses, essentiellement, les goélands de différentes espèces, et les sternes. Alors, il y a bien sûr d'autres groupes, les passereaux, qui appartiennent en plus à diverses familles, les alodidés, c'est-à-dire les alouettes, les motacillidés, c'est-à-dire tout ce qui est bergeronnette, les ambérysidés, c'est-à-dire les bruants vrais, et les calcariidés, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois des bruants, mais qui sont maintenant dans euh, les, les modernes voudraient appeler ça les plectrophanes. Ça écorche certaines de nos oreilles. Nous, les anciens ornithologues, on a tendance à continuer à les appeler des bruants, que ce soit le bruant de Lapon ou le bruant des neiges. Alors, ces oiseaux, ils sont magnifiques à regarder, mais aussi on peut les étudier et à travers diverses thématiques. On peut étudier l'évolution des effectifs interannuels ou au cours de l'année, et disons que c'est par exemple dans le cadre des recensements du Wetlands international pour connaître, disons, la population de ces oiseaux à l'échelle européenne, voire à l'échelle de toute la voie migratoire atlantique, est-atlantique, le wetlands dont le principal comptage a lieu chaque année mi-janvier. On peut étudier également l'alimentation et la sélection des proies. On abordera aussi ce thème à travers quelques espèces. L'impact du réchauffement climatique peut être étudié grâce à des recensements qui sont faits régulièrement. Et on verra aussi l'impact des rangements qui se produisent dans les estuaires sur leur impact sur les oiseaux. Je vais commencer par la bernache cravant. La bernache cravant qui est une espèce des toundras, qui niche dans les toundras de l'hémisphère nord. Alors, selon les auteurs, il y a 3 à 4 sous-espèces. Celle qui nous a intéressé le plus longtemps en France, c'est la bernache cravant à ventre sombre, celle qui s'appelle, c'est la sous-espèce type, Branta vernicla vernicla, donc qui niche plutôt vous voyez, dans le nord-ouest de la Sibérie et qui hiverne globalement en France et dans le sud-ouest de l'Angleterre. Ensuite, vous avez la sous-espèce qui est à ventre blanc, pas pâle, euh, qui s'appelle Rota, qui niche plutôt dans l'archipel du Svalbard et de l'archipel François-Joseph, au Groenland et dans le nord-ouest du Canada. Et qui, depuis quelques années, elle hiverne, disons, en plus grand nombre maintenant en France, alors qu'avant, elle se contentait d'hiverner surtout en Irlande et sur les côtes de l'Amérique, des USA, bien sûr à l'est des USA. Donc, et depuis quelque temps, il y a une sous-espèce, celle qui s'appelle nigricans,
qui se caractérise par des flancs qui sont à la fois blancs et brun chocolat. Donc, cette sous-espèce nigricans, elle niche dans le centre-nord à peu près du Canada. Souvent, on considère, et d'ailleurs, nous, ornithologues français, on a tendance à considérer que ces trois sous-espèces-là, on a tendance à ignorer que certains veulent distinguer, qui s'appelle orientalis, qui finalement a une très grande aire de répartition, qui s'étend du nord-est de la Sibérie jusqu'au nord du Canada, bien sûr, de chaque côté de l'océan Pacifique. Donc voilà. Donc un groupe de bernaches cravants, disons, en train de s'alimenter, on voit essentiellement des adultes reconnaissables à leur petite collerette blanche, hein, de cravate, d'où le nom de cravant. On voit quand même en arrière-plan un oiseau qui a des forts liserés sur les rémiges et qui n'a pas de collier. C'est un jeune de l'année. Vous voyez, alors, son régime alimentaire, c'est essentiellement des austères naines et marines, ce qui fait que dans les estuaires où ces herbiers sont peu représentés ou absents complètement, l'espèce ne sera qu'une hivernante marginale, oui, vraiment marginale, parce qu'elle peut se nourrir d'autres espèces, d'autres espèces végétales, mais disons que c'est moins intéressant pour elle. Hein, ce sont soit des algues comme l'ulve et les entéromorphes. Vous savez, ces entéromorphes, ce sont ces algues vertes filamenteuses. Et après, ça se nourrit de Puccinelli maritime, de Rupie maritime, donc des végétaux qui sont bien sûr dans le shore. Hein. Dans les estuaires, on distingue la slick, donc les vasières, et le shore, donc un autre terme flamand, c'est de tout ce qu'on appelle herbus, ou en Méditerranée, on appelle ça les sensouirs. Et, elle, et de manière marginale, la bernache cravant, marginale tout au moins en France, la bernache cravant peut se nourrir de spartine de Townsend et de spartine anglaise et de céréales cultivées. Alors voilà, l'évolution des effectifs de la bernache cravant en France. Alors en 1930, les herbiers de zoster en France avaient été quasiment éteints ou très 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 réduits. De ce fait-là, on sait que les bernaches cravants étaient quasiment absentes de France. Après l'absence de données dans la décennie 1940, c'est lié aux événements, disons, aux guerres. Les gens avaient autre chose à faire que de compter les bernaches, je pense. Et puis dans les années 50, il n'y avait pas encore beaucoup d'ornithologues. Donc les véritables recensements commencent dans les années 60. On voit que des années 60 jusqu'à 2010, l'effectif augmente jusqu'aux années 2010, les effectifs augmentent relativement régulièrement. Alors, l'apparente diminution de la décennie 2020 tient au fait que nous n'avons pour l'instant il n'y a que 4 ans pour cette décennie et la, la- les bernaches cravants sont très sensibles, ont des cycles qui sont liés de production de jeunes, qui sont liés à, inversement à l'abondance des lemmings. C'est-à-dire lorsque les lemmings, donc ces petits rongeurs nordiques, sont très très abondants, les prédateurs de ces régions consomment euh, essentiellement les lemmings et ne s'intéressent pas du tout aux jeunes bernaches cravants. Et donc, elles peuvent produire beaucoup de jeunes ces années-là. Par contre, lorsque les lemmings sont rares, voire ont quasiment disparu, hein, c'est une espèce, autrefois on parlait même de suicide collectif, parce qu'il y avait des départs massifs. Les années où il n'y a pas de lemmings, ben, les jeunes bernaches cravants subissent la prédation de ces prédateurs et du coup, elles sont moins abondantes. Alors, il se trouve que le cycle de ces lemmings dure à peu près 4 ans. C'est un cycle qui revient
à peu près sur un rythme de 4 ans. Et donc, comme de 2020 on est peut-être dans une période où les mines sont relativement peu abondants et du coup que la prédation est forte, ce qui peut expliquer. Donc, il faudrait avoir la décennie complète pour voir si l'effectif est en réelle diminution ou si uniquement un artefact lié au fait qu'il y a toutes les autres décennies ont 10 années et là, il n'y a que 4 années. Voilà. Alors, lorsque nous on observe ces bernaches cravants, elles sont souvent Et là, cette photo présente un oiseau dit le sic. Hein. Autrefois, on aurait dit un albinos partiel. C'est un peu curieux. Pour ça, je voulais la mettre, hein, la mettre pour mon. Hein, voilà. Alors, les deux autres sous-espèces, Rota à ventre pâle, depuis les années 60, elle est surtout hivernante dans les havres de l'ouest du Cotentin, essentiellement celui de Raigneville. Elle est en augmentation depuis 1999. Actuellement, les effectifs fluctuent entre 1500 et 1700 individus. Et nigricans, donc cette sous-espèce à ventre à la fois pâle et sombre. Hein, en fait, c'est deux bandes sur le côté des flancs. J'en ai malheureusement pas de photos, j'ai pas réussi à en obtenir. Elle hiverne de la baie d'Evey, donc en Normandie, jusqu'à l'île de Léron. Et il y en avait à peu près 25 individus lors de l'hiver 2012-2013. Alors, nous allons passer à une autre espèce estuarienne, le tadorne de Belon. Là, vous en avez un vol essentiellement d'adultes. Alors, espèce qui niche dans nos régions, surtout dans les terriers de lapin, mais dans d'autres sortes de cavités. Là, je représente la variation des effectifs dans l'estuaire de la Somme. On voit que les effectifs sont très, très importants en hiver. Après la migration de mue, hein, puisque les anatidés ont pour particularité de perdre toutes leurs rémiges en même temps, donc ils sont incapables de voler pendant une période de l'année qui est centrée globalement sur la période estivale. Et le tadorne a pour particularité de migrer, de faire une migration avant sa mue. Ils partent vers la mer d'Évadon. Quasiment tous les oiseaux français, même ceux de Camargue, partent vers la mer d'Évadon, donc au niveau des Pays-Bas, du Danemark et de l'Allemagne, pour muer. Là, ils sont sur des grands bancs de sable où ils sont à l'abri des prédateurs. Et à partir de fin août, début septembre, ils reviennent et on voit les effectifs dans l'estuaire progressent. Et ensuite, il diminue à partir de février, où là, les oiseaux se dispersent vers les zones de nidification hors baie de Somme, hein, puisqu'il y en a une partie qui vient des pays nordiques, et également, ils se dispersent dans les milieux où vont se reproduire, c'est-à-dire dans les dunes et autres zones propices autour des différents estuaires que ce soit celui de la Somme ou du reste de la France. Alors, ces effectifs hivernants en baie de Somme ont beaucoup fluctué. Hein. En 1968, c'est la création de la réserve de chasse de la baie de Somme. Ça a permis, disons, à beaucoup d'espèces de commencer à stationner en nombre. Parce qu'auparavant, la chasse avait tendance à perturber même les espèces protégées. Et puis, il faut voir aussi, c'est que pendant longtemps, les espèces protégées n'étaient pas à l'abri de coups de fusil. Actuellement, disons que la protection est beaucoup plus respectée de la part de la grande majorité des chasseurs. C'est respecté. Donc, on voit que donc, dans la décennie qui a suivi la création de cette réserve, les effectifs sont de 1000 à 3000 individus, donc un effectif quand même non négligeable. En 1980, dans les années 1980, c'est de 3000 à 10 000. Dans les années 90, 5 000 à 17 000. Entre-temps, il y a eu la création de la réserve naturelle nationale de la baie de Somme, un renforcement de la garderie aussi. Et puis, il y avait des densités de cette hydrobie, là,
le petit gastéropode noirâtre, brun noirâtre de quelques millimètres, ils étaient très très abondants sur les vasières. Seulement, diminution des vasières, ça entraîne la diminution de ce petit gastéropode et on s'aperçoit qu'il y a une diminution dans les années 2000 de l'hivernage en raison du manque de proie. On passe plutôt à 5000 à 7500, donc on revient à des effectifs qui sont dans au sein de la fourchette de la décennie 1980. Cette diminution des effectifs hivernants s'accompagne aussi de la diminution de la taille des crèches. Hein, les Tadornes ont pour particularité de regrouper leurs jeunes euh, en plusieurs familles sont regroupées sous la garde de un ou deux couples, parfois un peu plus quand les crèches sont grandes, parce qu'elles peuvent des fois dépasser la centaine de jeunes ensemble. Et on s'aperçoit que cette taille des crèches a tendance aussi à diminuer, probablement en raison de cette diminution de la proie. Voilà, le rythme d'activité du Tadorne, tel qu'il a été étudié en octobre et novembre, on s'aperçoit que, bon, à marée haute, au fur et à mesure que la marée est haute, l'activité de nourrissage en bleu pâle augmente. Elle est très, très. Et à marée, et disons que tandis que le repos est surtout concentré, hein, le repos en rouge est surtout concentré sur sur les périodes où la marée est plus basse. Parce qu'en fait, il se nourrit souvent en fait de l'hydrobie lorsque ces hydrobies sont en suspension dans l'eau. Pas tellement, ils peuvent se nourrir lorsque les hydrobies sont au ras des vasières, mais disons lorsqu'elles sont un peu en suspension dans l'eau, c'est plus facile pour eux. En été, c'est à peu près le même profil, sauf que ils sont déjà moins nombreux. Et au milieu, à marée pleine, haute, c'est finalement souvent il y a beaucoup d'oiseaux qui nagent. Mais disons que il y aurait une barre entièrement marron au niveau du pic de marée haute. Alors, maintenant, le canard siffleur, un autre canard estuarien. Là, vous en avez tout un groupe en vol. Ce qui est mâle et femelle sur la photo de droite. Ce qui est intéressant, c'est de voir la modification de l'utilisation de l'espace de cette espèce dans la région. En hiver 62-63, c'était la baie de Somme et la baie d'Authie, donc purement estuarien. Il y en avait des milliers. Il faut voir, c'est que bon, il n'y avait pas d'ornithologues, disons, résidents vraiment dans la région à cette époque-là. Puis les comptages étaient moins développés qu'actuellement. Donc on sait qu'il y en avait des milliers, mais on n'en sait pas plus. Le parc du Marcanterre est créé en 73 et on voit qu'en janvier-février 79, il y a 1500 marsiffleurs qui se répartissent essentiellement dans la baie de Somme et dans le parc du Marcanterre, qui a été créé 6 ans plus tôt. En janvier 87, la situation est sensiblement la même, avec 2500 oiseaux au maximum. Plus tard, en décembre 2010, la baie de Somme, le parc du Marcanterre toujours, mais aussi le lagunage de Fort-Mahon, qui est un site qui a été créé au début des années 90. Lagunage des eaux usées de l'agglomération de Fort-Mahon et de Caen, au nord de la baie de Somme. Donc 1750 à 2000 individus. Et alors, il y a eu le maximum connu de nos jours dans la région, c'est plus de 15 000 en février 2021. Et alors là, l'espèce n'a quasiment pas été observée dans les estuaires, que ce soit la baie de Somme ou la baie d'Authie, mais dans les bas-champs de Cailleux, donc au sud de la baie de Somme, et dans le lagunage de Fort-Mahon et les environs. Vous voyez au fur et à mesure, un glissement des estuaires vers des zones plus intérieures, au fur et à mesure du temps. Le canard pilé, qui aussi a vu son utilisation de l'espace très, très modifiée dans la région. Dans les années 70 et 80,
L'alimentation était surtout liée au cycle des marées, un peu comme à la manière du Tadorne des Belons, avec des mouvements entre l'estuaire et le parc du Marcanterre. Et avec l'augmentation des dérangements, surtout à partir du milieu des années 90, hein, l'autoroute A16 a été ouverte à la circulation en 1996. Ça a accru la fréquentation de la baie, puis qui est devenue, à une époque aussi, c'était à la mode de venir en baie de Somme, passer le week-end. Et la situation donc actuelle, les oiseaux ne peuvent plus rester uniquement dans dans les zones protégées. Ils sont obligés d'aller s'alimenter au sud de la baie de Somme, éventuellement vers la baie d'Authie et la vallée de l'Authie et le marais de Rue, des zones où il y a de la chasse. Donc, par contre, le repos diurne, c'est essentiellement donc dans le parc du Marcanterre. Ils ont finalement, alors que leur rythme avant était essentiellement un rythme lié au marais, là, le canard pilé, il a adopté un rythme nocturne-diurne, c'est-à-dire diurne, il se repose, et nocturne, il s'alimente. Ça, c'est probablement lié, et même, oui, c'est lié au dérangement. Maintenant, nous allons passer au groupe des limicoles, qui est un groupe important dans les estuaires, dans tous les estuaires. Et là, je reprends l'exemple de la baie de Somme, puisque c'est, disons, l'estuaire que je connais le mieux. Euh, la- la- alors ça, c'est un aspect, disons, on va dire, semi-quantitatif de la présence des limicoles dans l'estuaire de la Somme. Je n'ai pas parlé de la Bossette, parce que la Bossette, elle niche en milieu hors estuarien, maintenant, essentiellement. Euh, Vous voyez que quelques espèces sont quasiment présentes toute l'année avec un effectif non négligeable. C'est le cas de l'huîtrier pie, du courlis cendré, hein, ils sont en vert sombre. Ces deux espèces sont en vert sombre toute l'année. C'est le cas aussi du bécasso maubèche et du bécasso variable, avec des petits creux, bien sûr, en été. En période estivale, les effectifs sont moins importants. Les gravelots, on voit que en hiver, c'est relativement modeste, les effectifs. Hein, donc c'est en jaune. Et certaines espèces, oui, sont. On voit que, en fait, toutes les espèces de nimicoles ne sont pas présentes en même temps dans l'estuaire, ce qui permet une utilisation optimale finalement des ressources alimentaires et même qui existent dans l'estuaire de la Somme. Je pense qu'on pourrait reproduire ce schéma dans beaucoup d'estuaires, avec bien sûr des variations selon les espèces, certains estuaires étant plus favorables que d'autres à, à certaines espèces en fonction de leur répartition géographique ou des ressources qu'ils disposent. Bon, le courlis corlieux, par exemple, il est complètement absent en janvier. Hein, c'est une espèce qui migre vers l'Afrique tropicale, même jusqu'en Afrique du Sud, donc il est absent complètement. Et le tourne-pierre bon, c'est un oiseau qui aime bien les zones rocheuses. Disons que la baie de Somme, c'est pas ce qu'il préfère, c'est pas son site favorable. Voilà, ça, donc c'est une phénoménologie, disons, schématique, semi-quantitative de la présence des limicoles dans l'estuaire de la Somme. Et voilà, par exemple, pour l'huîtrier-pie, c'est un schéma qui s'apparente un petit peu à celui présenté tout à l'heure pour le Tadande de Belon, hein, avec une augmentation dès juillet-août, hein, donc un peu plus précoce que le Tadorne, avec, pareil, l'espèce diminue à partir de février, mais surtout en mars, et bien sûr des effectifs très faibles de quelques centaines d'oiseaux pendant toute la période estivale, parce que globalement, c'est un oiseau qui, dans la région, il y en a qu'une vingtaine de couples qui nichent. On a essentiellement des non-nicheurs présents dans l'estuaire pendant la période estivale. Là, deux autres limicoles, la barge rousse et le courlis corlieux.
Alors, ils ont pour particularité d'être surtout, enfin, le courlis corlieux est surtout abondant lors de ses migrations et il va également s'alimenter dans l'estuaire, mais aussi à l'intérieur des terres au printemps et lors de son passage postnuptial. Alors que la barge rousse, elle, va demeurer quasiment tout le temps dans l'estuaire, sauf lors des quelques jours où le passage prénuptial, donc les derniers jours d'avril et les premiers jours de mai, où là, certains oiseaux, parfois par centaines, peuvent s'alimenter dans les prés voisins de l'estuaire. Autrement, elle est surtout présente dans l'estuaire, en baie de Somme. Le courlis cendré, bon, donc il est beaucoup plus abondant que les deux espèces précédentes. C'est un oiseau dont les effectifs n'atteignent jamais ceux de l'Utriépi, mais qui dépasse régulièrement en hivernage le millier d'individus. On sera amené à en reparler à propos de son alimentation. Deux espèces qui préfèrent les estuaires avec des enrochements, avec des zones rocheuses, le tournepied racolier et le bécasseau violet. Mais le bécasseau violet est tellement inféodé à ces milieux rocheux qu'il est exceptionnel dans tous les estuaires sablo-vaseux. Alors que le tournepied racolier, lors de ses migrations, il va être présent et se nourrir en grande abondance, également dans les estuaires sableux-vaseux. Et c'est plutôt qu'en hivernage où là, il va se restreindre aux, aux enrochements, parfois d'ailleurs des enrochements, disons, d'origine anthropique, hein, du style parking. Alors donc là, il peut être complètement en dehors des estuaires, comme d'ailleurs je dirais son compère, le bécasso violet. Alors maintenant, nous allons voir l'impact du réchauffement climatique à partir de quelques exemples chez les limicoles hivernant en baie de Somme. Là, donc, un vol essentiellement du Triépi, qui lui n'est donc c'est à la limite pas très significatif parce il ne semble pas très affecté pour l'instant par le réchauffement climatique. Alors, la Vossate élégante, elle hiverne dans l'estuaire, en particulier dans une zone qu'on appelle le bassin de chasse du Crotoy, mais aussi elle se nourrit dans l'estuaire. Alors les effectifs étaient très réduits jusque dans les années 2000. Et de 2007 à 2015 en janvier, les minima étaient de 1 à 98 oiseaux et les maxima de 22 à 108. Vous voyez donc effectifs quasiment rien avant 2000. Et là, maintenant, des effectifs qui parfois sont vraiment significatifs et relativement importants, même s'ils demeurent modestes par rapport à des estuaires situés beaucoup plus au sud. Le Grand Gravelot, alors, il était, lui, peu commun, voire rare, 1 à 10 individus, de 73 à 90, plus abondant de 91 à 2006 et de 4 à 94 de 2007 à 2015. Actuellement, c'est de cet ordre de grandeur. Euh, disons, je voulais mettre des chiffres réels, donc j'ai pas été jusqu'à 2024 parce que je n'étais pas certain de mettre des chiffres actuels, contrairement à ce que alors, le Garovlo a collier interrompu. On sera amené à en parler plus tard pour d'autres raisons. Les données hivernales sont exceptionnelles au XXe siècle et quelques individus, 3 à 4 presque chaque hiver désormais, donc de 2006 à 2024. Le chevalier arlequin, 12 fin décembre 74. Alors ça peut paraître un peu curieux, mais cette année-là, il y avait eu une période où il avait fait exceptionnellement chaud parce que mon collègue et moi, on était en baie de Somme en t-shirt entre Noël et l'an. Ça s'est
rarement produit depuis. Et donc, il y avait ces 12 chevaliers arlequins. Et ensuite, on n'en a plus vu. Euh, et un à deux oiseaux à la fin des années 90, de 2 à 3 au début des années 2000. On voit donc que ça augmente très, très légèrement. 2 à 4 de 2007 à 2013 et 3 à 17. Vous voyez, là déjà, c'est un peu plus fort, de 2014 à 2024. Donc on voit que manifestement, il se passe quelque chose. Même si c'est vrai que la donnée de 12 fin décembre 74, c'était en l'absence d'ingestion de substances de la part des deux observateurs, hein, je précise. Le chevalier Gambet, les effectifs étaient faibles jusque dans les années 2000 en baie de Somme. Hein, le chevalier Gambette, les effectifs en France étaient plus centrés plus au sud, quoi. Alors que il y en avait de 8 à 50 de 2007 à 2009, 34 à 157 de 2010 à 2013, 21 à 207 en 2014 et 2015, et actuellement c'est de 250 à 350, donc de 2020 à 2024. Donc on voit une forte augmentation qui est sans doute liée à l'augmentation de ces proies, hein, notamment des amphipodes, donc ces petits crustacés. Le chevalier aboyeur, alors qu'il lui revenait généralement, revient dans la région seulement en avril, et maintenant on commence à l'observer un petit peu en hivernage, hein, donc 0 de 71 à 1980, un de 1981 à 2013, régulièrement il y en avait un, et puis un à 3 actuellement, 2014 à 2024. Alors c'est pas encore, il n'est pas encore dans l'ordre de grandeur du chevalier Gambette, hein, mais disons que ça augmente tout doucement. On se demande si c'est pas le prémisse à quelque chose, et donc c'est pour ça que je l'ai fait figurer ici. Alors maintenant on va passer à l'impact du dérangement sur les nicheurs. Deux espèces qui nichaient dans l'estuaire, notamment au pied des dunes en ce qui concerne l'huître épi, et la Vaucette nichait dans les zones de petites dunes un peu sableuses, notamment Bandilette, pour ceux qui connaissent, c'est le nord de la baie de Somme, donc dans l'estuaire. Avec les dérangements, hein, maintenant la baie est fréquentée, on peut dire, tous les jours, alors qu'à une certaine époque, je ne voyais pas grand monde. Il m'arrivait souvent d'être tout seul pendant 5 heures dans la partie B qui est en réserve. Et donc, les oiseaux n'étaient pas dérangés. Maintenant, ils sont dérangés par différents promeneurs, cavaliers, etc. Donc, ces deux espèces ne nichent plus dans l'estuaire. Elles nichent, l'huîtrier-épi niche dans les zones de galets, dans les zones intérieures, au bord des eaux saumâtres, etc. La Vaucette est de la même manière. Et puis aussi dans les prairies un peu humides, surtout cette année, où il y a eu beaucoup d'eau dans les zones. Mais disons qu'il y en a plus du tout de nicheurs dans l'estuaire même. Alors, je vais aborder le cas du gravelois à collier interrompu, qui est une espèce emblématique que certains pays cherchent à préserver à tout prix parce que ses effectifs diminuent de plus en plus. Donc, le déclin est important, hein. On voit en 1980, donc quasiment pas de dérangement en baie de Somme, 21 couples nicheurs. Et vous voyez, 15 ans plus tard, il n'y en a plus que 3 de repérés. En 2005, et bon, ça se stabilise, ça revient à 3 en 2005 et en 2012 et un en 2020. Là, actuellement, c'est de cet ordre-là. Et la baie d'Authie, alors c'est une baie qui était finalement assez peu prospectée. On ne connaît pas bien les effectifs qu'il y avait avant. 28 couples en 2005, 11 en 2012. Avec des efforts pourtant importants de protection qu'on va voir
qu'on va voir ensuite. Mais disons que malgré ces efforts, l'espèce diminue. Et là, cette année, par exemple, il y a eu 16 nids, mais la plupart 16 nids, c'est pas 16 couples, hein. Et la plupart ne sont pas parvenus à élever des jeunes, quoi. Alors, c'est essentiellement des facteurs humains qui entraînent ce déclin. Les promeneurs, les mytiliculteurs qui vont à leur bouchon de moule et qui passent avec des tracteurs, etc. Donc, les oiseaux sont dérangés et du coup, bah, ils ne peuvent pas se reproduire de façon normale. Et un facteur naturel, c'est l'ensablement des estuaires, notamment celui des deux baies citées. Alors, les mesures de protection, ce sont des ganivelles qu'on aperçoit derrière l'oiseau, hein, donc des barrières en bois relativement hautes, avec des panneaux d'information pour indiquer aux gens qu'il y a des gravelots qui nous se reproduisent et qu'il faut éviter de les déranger. On met en place aussi, je dis on met, mais je ne suis pas du tout concerné, hein, c'est d'autres personnes qui font ce travail. La mise en place de cages anti-prédateurs. Alors ça évite la prédation ailée, ça augmente le taux d'éclosion, mais que deviennent les jeunes après l'éclosion, ça c'est un peu délicat à savoir. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes qui parviennent à l'envol. Et il s'est pratiqué aussi le contrôle sélectif des prédateurs spécialisés, mais encore faut-il les connaître. Pour, c'est la corneille notamment, mais bon. Alors, on a vu tout à l'heure que les limicoles fréquentaient pas tous en même temps l'estuaire de la Somme. Euh, alors, on a appris que leur régime alimentaire était lié essentiellement à la taille de leur bec, mais en fait, il y a aussi le comportement qui joue beaucoup. Donc là, j'ai représenté le régime relativement synthétique des- de quelques espèces, un coq ou moule selon les estuaires pour l'huîtrier-pie, qui complète avec des macums et des annélides. Le pluvier argenté, qui pourtant avec bien court se nourrit surtout d'annélides. Le grand gravelot d'amphipodes d'annélides, le gravelot polyinterrompu des amphipodes, donc c'est tout petit crustacés de quelques millimètres de longueur. Le corycendré d'annélides et de décapodes, donc essentiellement du crabe vert de taille plus ou moins grande. Et le colicorieux, surtout en été, notamment de petits crabes verts et la barge rousse d'Annélide, le chevalier gambette d'Annélide et d'Amphipode. Là, je présente le régime alimentaire synthétique d'un nutriépi qui serait dans un estuaire sablo-vaseux. Donc, il se nourrit essentiellement, vous voyez, 79%, donc ça c'est en hiver, 79% de coque, 14% de macom, donc ce petit coquillage rosé ou jaunâtre, de néréis, donc cet annélide très fréquent dans les estuaires, et 3% de divers. Et pour montrer quand même que selon les estuaires, il peut manger autre chose, une photo d'huîtrier et puis dans un estuaire où ce sont essentiellement des moules qui sont consommés. Tandis que là, c'était l'aspect synthétique dans un estuaire, on va dire, sablo-vaseux. Alors, l'huîtrier-pie, par exemple, Bobby de Somme, il a le choix pour s'alimenter d'aller dans des zones où les coques sont les moules. Là, c'est l'exemple d'un estuaire avec des moules, dans des zones où les moules sont très très denses, mais où il va être en concurrence avec d'autres individus de son espèce. Ou alors dans une zone où c'est un peu moins dense, mais il y aura moins de concurrence, et dans une zone, par exemple, où il y a beaucoup moins de proies, mais où ils seront pas trop nombreux, et il y aura moins de concurrence. Alors on s'aperçoit que finalement, les adultes ont tendance à choisir la première solution, et on verra pourquoi tout à l'heure. Et les jeunes ont tendance à être refoulés vers les zones où il y a un peu moins de densité de proies. Alors, cette densité de proie, elle influence la vitesse à laquelle l'oiseau peut s'alimenter. Lorsque la densité est faible, vous voyez là, c'est les coques au mètre carré, lorsque la densité est faible, ça c'est en 100 secondes,
il mange, et vous voyez, en 100 secondes, il lui faut en fait 500 secondes pour consommer une coque, hein, une coque. Et on s'aperçoit que dès que la densité augmente un tout petit peu, sa consommation, sa vitesse de consommation augmente très très rapidement. Et ensuite, bah, il y a un plafonnement. Bah, pourquoi? Parce que bah, l'oiseau, vous voyez, c'est comme vous lorsque vous essayez de manger. Il y a un certain rythme où vous ne pouvez pas dépasser, sinon c'est la goinfrerie. Mais lui, non, il va pas pouvoir dépasser un certain rythme, le temps de trouver la coque, de l'ouvrir, et de la manger. Donc ça plafonne, hein. C'est-à-dire que il va rarement pouvoir dépasser plus d'une coque pour 100 secondes, hein, parce que au-delà, il peut pas, quoi. Même si la densité augmentait d'un moment, oui, on voit tout de suite que la courbe va plafonner. Excusez. Voilà. Et on voit aussi que la densité de ces utriers, elle augmente en fonction de la biomasse de l'as de moule, la biomasse de moule, et ça augmente en août et en septembre. On voit clairement avec les deux droites du bas, hein, qui sont les courbes de tendance pour les points pour lesquels on a. Par contre, on s'aperçoit en décembre, ça n'a quasiment pas d'influence. L'influence, tout au moins, est très faible. Un peu grave. Et ici, on compare la taille des coques vivantes dans le substrat et celles qui sont vivantes, qui sont dans le sédiment, ce sont les bâtonnets et les consommés, c'est représenté par la courbe avec les gros points. On s'aperçoit que l'huîtrier, il a tendance à préférer les coques un peu plus grandes que les plus petites, hein. Forcément, elle lui apporte plus d'énergie et ça lui permet d'assurer sa survie. Là, une autre relation de la densité de la proie, donc de l'anéris, la lanélide et le courlis cendré. Vous voyez, plus, plus, la, plus, la, plus les néréis sont abondantes dans le sédiment, plus la densité des oiseaux va être importante dans les zones où ils s'alimentent. Alors, pour pour continuer sur l'aspect diversité des régimes alimentaires, il y a le cas des bécassos, hein. Voilà, le bécasso maubèche, pourtant, bon, il se nourrit essentiellement de macom, donc le bécasso ligne d'amphipodes, et le bécasso variable, lui, il va avoir un régime beaucoup plus varié, et c'est d'ailleurs le plus abondant des trois, des annélides, des hydrobies et des amphipodes. Donc, ils se partagent en fait l'alimentation, les proies possibles. Là, le régime alimentaire de la moitrieuse, bah, c'est pour montrer qu'il peut varier selon l'heure de la marée. D'où l'importance d'étudier, quand on étudie ces problèmes, d'étudier à différents moments du cycle de la marée. Vous voyez, les Néréis à marée basse, ça représente 11% du régime, les hydrobies 23%, les amphipodes 64% et les autres proies, crevettes grises 0,4 et les diptères très peu, alors qu'à marée haute, l'oiseau va se nourrir essentiellement sur les laisses de mer, euh, essentiellement de diptères. Et d'ailleurs, on s'aperçoit qu'en été, en juillet et en août, les laisses de mer vont être fréquentées par des milliers de diptères et il va y avoir d'autres consommateurs qui vont se joindre à ça. Ça va être le trachémoteux, par exemple, et la bergerelle grise, hein, qui va être très abondante. Ouais. Et donc là, une autre. Je me suis un peu trompé. Bon. Euh, Excuserez, je suis un peu. Ah,
La comparaison du régime alimentaire de trois laridés en novembre et en décembre. La moitrieuse, elle consomme essentiellement des petits invertébrés, que ce soit en novembre et décembre, des amphipodes, enfin, différents petits invertébrés, alors que les goélands cendrés, à cette époque-là de l'année, vont se nourrir, c'est bizarre, ça bouge tout seul, vont se nourrir surtout de coques. Alors, on va arriver donc aux passereaux. Les passereaux, c'est l'alouette au scoles. Alors, l'alouette au scoles, elle est présente de façon très, très fluctuante en baie de Somme et même en France, en fait, globalement. Il y avait par exemple 185 individus lors de l'hiver 2004-2005 en France, dont 78 en baie de Somme. Certaines années, elle peut être complètement absente. Et en 2007-2008, il y en avait 144 pour toute la France. Un autre oiseau, donc la corneille mantelée, proche de la corneille noire. Certains d'entre vous connaissent peut-être des pays nordiques ou une autre sous-espèce niche en Corse. Mais nous, la baie de Somme abritait un important hivernage de corneilles mantelées. Hein, vous voyez, de 130 à 350 pendant toute la période qui s'est étendue de 70 à 77. Ça a chuté entre 22 et 90, de 77 à 88, hein, et de 3 à 13 de 88 à 94, 0 à 2 de 94 à 2009 et 0 à 1 de 2009 à 2024. Vous voyez, un effondrement. Alors, c'est lié, pour la corneille mantelée, c'est essentiellement lié à une sédentarisation des oiseaux dans les pays où elle se reproduit, donc au nord et au nord-est dans l'Europe. Et puis un léger recul face à la corneille noire également. Donc sédentarisation croissante, mais pas de diminution forte des effectifs. La régression de la Linota bec jaune dans les deux estuaires picards. Alors là, pareil, hein, c'est spectaculaire. Vous voyez, 73, les effectifs maximaux sont 2000. 2 ans plus tard, 800. Après, en 82, c'est 400. Et oui, la diminution s'accélère à la limite. Et là, hormis le sursaut de 2019 avec 19 oiseaux, depuis 2020, c'est l'absence de l'espèce. Alors pour la lutte avec jaune, par contre, c'est plus c'est plus une régression de l'espèce en tant que telle, en tant que nicheuse dans les pays où elle se reproduit. Et donc de cette là, il y en a beaucoup moins qui viennent. Régression de l'espèce en nidification plus réchauffement climatique, disons que l'espèce devient complètement, c'est marginal, quoi. Alors qu'avant, les vols de 200 linottes à bec jaune en baie de Somme, lorsque j'ai commencé l'ornithologie, c'était relativement fréquent. Pour la suite, donc Bruant-Lapon et Bruant-des-Neiges, ce que maintenant les ornithologues dits modernes appellent les plectrophanes. On voit le Bruant-Lapon là, dans sa zone de nidification dans les pays nordiques. C'est 100 à 600 oiseaux pour la France, essentiellement dans les estuaires. Et en baie de Somme, il ne fait que passer. On le voit essentiellement en migration pour aller hiverner plus au sud, notamment en Bretagne. Et le Bourron des Neiges, donc de la même famille, lui, les effectifs français, lui, sont de 200 à 500 en hiver. Il y en avait parfois jusqu'à 80, même près une petite centaine en baie de Somme dans les années 80-90. Maintenant, une bande entre 20 et 30, on est content. C'est une espèce qui est pareil, avec le réchauffement climatique, descend moins chez nous. Et donc, je vais remercier les photographes qui m'ont communiqué leurs belles photos. Donc André Borin, Jean-François Dejon, Guy Bouchard, Jean-Philippe et Sébastien Ciblet.
Roger Tonnel, Anne et Florent Violet. Merci de votre attention et vous voudrez bien m'excuser pour le cafouillage avec la souris là, vers la fin de la visioconférence.